Bonsoir. Donnez aux participants, là, ceux qui sont en ligne là, ils n'ont qu'à m'appeler directement comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, âge, vous devez mentionner l'âge de l'employé, nombre d'années dans l'entreprise. Vous devez lui demander, il a fait au moins combien d'années dans l'entreprise. Toutes ces informations-là sont capitales. Ok? Vous devez savoir. On n'a pas fait, continue. Quand elle va faire. Sinon, quand elle fait, il y a le son qui va sortir. Ah, d'accord. Ok. Attends. Contrat à haut niveau, négociation. Vous devez évaluer tout ça, vous poser les questions et puis la personne vous donne des réponses. C'est bon? On n'avait pas vu la fois dernière. Il a suivi en ligne. Ah bon? Ah oui. Ok. C'est bon, continue. Donc, après ce deuxième outil, voici le profil du poste. Le candidat, management général. Est-ce que lui, quels sont, vous devez noter, regardez ici, ils ont mis ici des notes. Hein? Selon votre manière, la réponse que le candidat va donner, est-ce que vous lui donnez il a envoyé. Voilà. Accepter. C'est bon, Kadiatou? Voilà, tout le monde est là maintenant, je crois. Ceux qui sont en ligne. Voilà, je crois que tout le monde est là maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, vous désactivez le micro. C'est lorsque vous avez juste besoin de poser question, vous activez. C'est bon? Voilà, on continue. Donc, voici le profil du poste. Vous devez évaluer chaque niveau. Management général, vous lui posez des questions, il répond. Marketing, vous lui posez des questions. Est-ce que lui, comment on appelle, quand c'est comme ça. Ok, je vais me retarder un peu rapidement. Donc, ils ont mis ici, regardez, ils ont mis ici connaissance, n'est-ce pas? Oui. Connaissance. Les connaissances qui sont ici, management général, la personne doit répondre. Quel est son niveau? Stratégie, quel est son niveau? Marketing, quel est son niveau? Finance, économie générale, économie d'entreprise, comptabilité analytique, science de décision. On dit quoi? C'est ça, hein, science de la décision, ou bien? Oui. Science de la décision. Voilà, accepter. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez un peu l'outil là? On dit d'évaluer le niveau de sa connaissance. C'est en fonction de ces notes que vous allez lui attribuer ici. Hein? Là où vous avez des stratégies. Oui. Là, il s'agit de quoi? On doit noter quoi là? Le poste qu'il occupe, ils ont mis en haut. Profil du poste. Poste du candidat. C'est quel poste tu as déjà? Tu l'as demandé déjà. Quel est ton poste? Il dit qu'il est comptable. Lui, il te dit qu'il est comptable. Arrivé ici, on te dit aspect, expérience. Tu notes tout ça. Âge.
Présentation, ça aussi on note. C'est-à-dire son apparence physique. Ça, on ne saute pas sur ça. On a sur combien? C'est de 0? Ça dépend maintenant de toi, le chef, toi qui es en train de l'évaluer. Est-ce que ça veut dire que si vous mentionnez ici 1, selon vous, 1 là, ça signifie quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est parfait? Est-ce que ça veut dire qu'il est imparfait? Ça dépend de vous. C'est vous qui interprétez les notes. Est-ce que 1 veut dire suffisant ou bien insuffisant ou bien ainsi de suite? Voilà. Ça dépend maintenant de ta façon d'interpréter. Nombre d'années dans l'entreprise. Nombre d'années dans l'entreprise. Si on coche, supposons, on était devant monsieur, comment on appelle, monsieur Diba. Je vois ici nombre d'années dans l'entreprise. Je lui demande quel est votre. Vous êtes dans cette boîte-là depuis quand? Depuis quelle année? S'il me dit il est là depuis 2024, s'il me dit il est là depuis 2024, ça veut dire quoi? Sa réponse me dit que il n'a pas encore duré dans l'entreprise, il n'a pas encore assez d'expérience. Il peut avoir de l'expérience qui a été acquise ailleurs, mais sa durée dans l'entreprise n'est pas encore. Voilà. Donc ici, selon moi maintenant, je sais que lui, il doit être soit au niveau 0 ou bien au niveau 1. Soit je mets ici, je coche ici, ou bien je coche ici. Ça dépend. C'est bon? Vous comprenez? Voilà. Connaissances. On doit évaluer également les connaissances. Management général. Comme lui, il nous a dit qu'il est comptable, comme il nous a dit qu'il est comptable là, on doit cocher encore. On lui pose la question sur, comment on appelle, le management général. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle comptabilité générale? Il ne connaît pas ça? Ok, il n'y a pas de problème. Stratégie. Quelles sont les stratégies de sa gestion comptable? Stratégie, ça peut être les outils de travail. Oh ben, il y a la comptabilité, les gens tiennent ça à la comptabilité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, regardez la différence entre les Européens et les Libanais. Les Libanais n'utilisent jamais Sage. Les Libanais, eux, ils n'aiment pas Sage. Eux, c'est Excel. Leur comptabilité, c'est toujours la Excel. Vous comprenez, non? Eux, ils n'aiment pas. Même s'il y en a quelques-uns, mais la majeure partie, ils n'aiment pas. Donc, leur stratégie, donc, de gestion comptable. Tu notes ça? Donc, lui, l'agent comptable que tu es en train d'évaluer là, quelle est sa stratégie? Tu notes. Marketing. Stratégie, marketing également. Tu notes. Finance. Sa connaissance en finance. Sa connaissance en marketing. Les questions que vous allez lui poser en marketing là, c'est en fonction, les réponses qu'il va vous donner, c'est en fonction de ces réponses, vous allez comprendre qu'il est bien en marketing ou non ou bien. Oui. C'est ça. C'est pourquoi je peux aussi vous dire que le seul responsable RH ne pourra pas totalement débuter la GPEC et terminer. Pourquoi? Parce qu'il devra se faire assister par d'autres qui connaissent les autres domaines. Lui, il est expert en DRH. Supposons que le DRH, lui, son domaine, c'est ressources humaines. Mais s'il doit évaluer le potentiel des comptables, il doit se faire assister par le chef comptable, non? Voilà. Il doit se faire assister par le chef comptable. Donc, connaissances en finance, économie générale, économie d'entreprise, comptabilité analytique, sciences de la décision, informatique. On note. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous nous recevez? Oui. Parfait. Donc, je suis en train de dire que la GPEC, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, est l'outil qui permet aujourd'hui aux gestionnaires RH de pouvoir identifier le besoin de recrutement dans leur organisation. Comme on aime le dire, on ne peut pas se lever tôt le matin, on dit qu'on va recruter. Il faut que le besoin soit là, n'est-ce pas? Alors, pour identifier le besoin, c'est la GPEC qui nous permet de pouvoir bien l'identifier. Et voici maintenant les étapes de la GPEC que nous sommes en train de voir ici. Première étape, il faut analyser les... quoi? La première étape, c'était quoi?
analyse des postes, non? Après, deuxième étape, analyse des profils. Profil RH, profil comptable, profil, quoi d'autre? Profil, quoi? Marketing, n'est-ce pas? Voilà. Ici, on dit quoi? Après connaissance, voilà, voici, il y a comment on appelle le restant. Connaissance, aptitude à négocier. Voilà. Dans l'entreprise, il y a des employés qui ont la capacité de négocier. La capacité de négociation, bon, je vous pose la question. Quand on parle de la capacité de négociation, c'est beaucoup plus quel domaine? Ou bien ça concerne beaucoup plus qui? Le département commercial, non? C'est le département commercial. Aptitude à communiquer. Aptitude à communiquer, vous devez évaluer ça. Diplôme. Aptitude à convaincre, voilà. Aptitude à convaincre. Diplomatie, aptitude à coordonner. Coordonner, maintenant, ça concerne ici les chefs d'équipe, n'est-ce pas? Voilà. Après, personnalité, créativité, imagination, persévérance. Ça c'est. Oui. Ok, sa question est, est-ce que c'est comme ça dans toutes les entreprises? La question, c'est la réponse, c'est non. Mais l'outil ou bien le support est en fait de l'outil. Quand vous aurez besoin de faire l'analyse ou bien la GPEC dans une entreprise, voici les grandes lignes. Voici les éléments qui vous donnent les idées principales. Les éléments auxquels vous devez vous intéresser pour pouvoir vous faire une idée sur ce que vous n'avez pas. Parce que l'idée est de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et puisque c'est, comment on appelle, une démarche professionnelle, il faut établir des règles et des principes et déterminer les éléments auxquels vous devez vous intéresser. C'est bon? C'est pas dire que c'est exactement ce que tu vas trouver, comment on appelle, dans telle entreprise et on va te demander de faire ça, de faire. Non, non, non. Ça te donne une idée générale. C'est bon? Voilà. Il parle ici de la créativité. Vous devez vous intéresser à la capacité de créativité de l'employé. Vous lui posez la question. Vous devez l'observer. Sa rigueur, son dynamisme, l'autorité, autonomie, conceptualisation, non-conformiste, honnêteté intellectuelle. Tout ça. C'est pourquoi j'ai dit un peu, la fois dernière, j'ai dit, la GPEC ne se fait pas en un seul mois, ne se fait pas en un seul jour. C'est au fur et à mesure. Depuis le début de l'année, même le simple fait d'observer les salariés en train de voir, de comprendre qui ils sont, en train d'apprendre que lui là, il est capable de quoi? Lui là, est-ce qu'il apprend vite? Lui, est-ce qu'il apprend lentement? Vous êtes en train de découvrir en eux. Ça, c'est une façon aussi de les suivre. Voilà. Accepter. J'ai accepté. C'est bon? Oumou. Jusque là, tu as eu une petite idée. Troisième étape de la GPEC. Ou bien le troisième niveau. Les emplois types. Les emplois types, c'est l'ensemble des postes concrets. Quand on dit emploi type, les postes concrets. Ok? C'est-à-dire qu'un poste qui existe visiblement matérialisé par un contrat de travail. Vous devez les avoir dans, comment on appelle, dans un outil. Regardez, ils ont mis ici emploi type. Les emplois types,
c'est tous les emplois qui peuvent être classés en termes de technicité, en termes d'information, en termes de communication. C'est bon? Technicité. Identifier les tâches, les caractéristiques de l'emploi et les techniques mises en œuvre. Ok. La comptabilité. Quelles sont les techniques utilisées aujourd'hui pour exécuter le métier de la comptabilité? Dites-moi. Une. Les techniques mises en œuvre aujourd'hui pour exercer le métier de comptabilité aujourd'hui. Il faut maîtriser l'outil informatique. Il faut utiliser l'informatique. Plus précisément quoi? Excel. Sage. Ça c'est une technique, non? Oui, sinon avant c'était. Sinon avant c'était manuscrit, c'était sur papier. Tout est informatique. C'est une technique. Regardez ici. Identifier les tâches. Et maintenant quand on dit identifier les tâches, quelles sont les tâches aussi de la comptabilité? L'une des tâches de la comptabilité que vous connaissez, L'une des tâches de la comptabilité. ou bien des métiers RH, parce qu'on est en RH. L'une des tâches du métier RH, Le recrutement, la formation, gestion de carrière. Hein? Voilà. Donc, il te dit que les emplois types, il s'agit de connaître chaque métier avec les activités qui les caractérisent. C'est bon? Voilà. Information. Inventaire des types d'informations et les types de traitements opérés sur ceci. Vous devez faire l'inventaire quand vous arrivez sur l'étape, troisième étape, les emplois types là. Vous devez faire l'inventaire de tous les types d'informations qui concernent chaque emploi. Citez-moi quelques types d'informations, d'outils d'information du métier RH. Oui, quelques types d'éléments d'information. Quelques types d'outils qui servent à l'information en management RH. Lettre d'explication, c'est-à-dire tu as chômé, tu as manqué, et quand tu viens, le chef RH te demande une lettre d'explication. Motif. Pourquoi tu as chômé? Hein? Le contrat de travail aussi, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication. Hein? Voilà. Les sanctions disciplinaires. C'est bon? Ce sont des outils qui permettent de communiquer. Communication. Liste des éléments descriptifs de la structure relationnelle des titulaires de l'emploi type. Liste des éléments descriptifs de la structure relationnelle des titulaire de l'emploi type. Tu dois avoir la liste de tout un chacun. Un tel poste, celui qui occupe. Donc, il faut qu'il y ait une récapitulation de ces éléments-là, des noms de ces gens-là qui occupent, en tout cas des employés et leur poste. Quatrième outil, on dit le référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, il est hyper important d'avoir dans un outil avec toi, Word, Excel, il est hyper important d'avoir avec toi la liste de toutes les compétences de tes employés, de tes salariés. Et voici un modèle de référentiel. Ils ont mis ici niveau de base, niveau intermédiaire, niveau élevé. Maintenant, compétences dont la connaissance est partielle.
simple application, pratique superficielle et occasionnelle. Il te faut connaître qui sont ceux-là dans l'entreprise. Il te faut connaître qui sont ceux dont leurs compétences sont des compétences dont la connaissance est partielle. Maintenant, si nous allons partir, on n'est pas encore arrivé là-bas, si nous allons partir sur, comment on appelle, le traitement de salaire en Excel, quand on va partir là-bas, dites-moi, quand on prend seulement une base de données, on vous remet et on te montre comment il faut saisir les éléments dans cette base de données. Entre toi et celui qui a conçu, celui qui a élaboré cette base de données, entre toi et la personne qui a beaucoup plus de compétences approfondies, c'est celui qui a élaboré. Toi, tu ne fais que simple applica. Ça veut dire entre toi et la personne qui a élaboré là, toi tu es à ce niveau-là. Toi, ta connaissance est à ce niveau. Et le plus souvent, ce sont les assistants. Assistants de direction, assistant RH. Lui, on lui montre seulement comment remplir le formulaire des absents. Ou bien, mais il ne connaît pas comment le formulaire lui-même a été conçu. Vous comprenez l'importance de cet outil-là. Donc, dans l'entreprise, quand on arrive au niveau étape de la GPEC, référentiel de compétences, il vous faut une récapitulation des compétences, des niveaux de compétences de chacun d'entre eux. Pour que toi, le chef RH, tu sois capable de dire, lui là, il est à tel niveau, il est à tel niveau, il est à tel niveau. Ça fait que ce référentiel emploi là, ce référentiel compétence là, ça fait que même si on te réveille tôt le matin et on te dit entre les gens là, qui doit suivre telle formation, telle formation, telle formation, tu es capable de dire, lui là, il doit suivre telle formation, lui là, il doit suivre l'autre formation, lui là, il doit suivre l'autre formation. Pourquoi? Parce que sur cet outil, dans cet outil-là, tout le monde est classé selon son niveau de connaissance. Maintenant, supposons, si on avait fini de classer les gens, on trouve que M. Djiba, il est au niveau 1. Est-ce que si une formation nécessite quelqu'un qui est au niveau 3, est-ce que M. Djiba peut sauter le niveau, on peut sauter sur le niveau 2 et donner la formation qui est concernée aux gens du niveau 3? Mais si on n'a pas fait, comment on appelle ce référentiel, on ne saura pas rapidement. Donc, une fois qu'il y a besoin de formation, donc le chef va dire seulement, tout le monde n'a qu'à aller suivre, tout le monde n'a qu'à suivre la formation. Alors que ça ne se fait pas. Niveau 2, compétences pratiquées régulièrement maîtrisées. Maîtrise de la situation, pratique correcte. C'est des gens, c'est comme celui-là maintenant qui a la même mise là-dedans, qui fait tout le temps, qui fait tout le temps, pratique régulière. Pratique régulière. C'est bon? Pratique régulière, c'est qui? C'est lui là. Par exemple, maintenant, c'est des gens qui ont, comment on appelle, beaucoup plus d'ancienneté dans l'entreprise. C'est bon? Ça veut dire qu'il a fait 3 ans, il a fait 4 ans, il a fait 5 ans. On va dire que lui, sa compétence maintenant est pratiquée régulièrement. Niveau 3. Possibilité de pouvoir transmettre cette compétence. On peut maîtriser quelque chose, mais on ne peut pas, jusqu'à présent, on ne peut pas encore enseigner ça à d'autres pairs. Il y a une différence entre connaître sa matière, comme à l'école, les professeurs. Il y a un professeur, lui, il connaît. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, mais la capacité de donner aux élèves, il n'a pas ça d'abord. C'est bon? Voilà. Donc, les gens qui sont à ce niveau-là, le plus souvent, ce sont ces responsables-là. Donc, une fois maintenant que je sais, M. Djiba, il est au niveau 1. Donc, s'il y a une formation, je sais que M. Djiba peut participer ou pas. Je sais que M. Djiba peut participer à telle formation ou pas.
Niveau 5. Pour la 5e étape, référentiel emploi. Ça, c'est juste, une fois, ils ont juste répété là-bas. Donc, ce référentiel emploi, ça donne quoi? Les référentiels d'activité, nomenclature d'emploi, famille professionnelle. Il suffit maintenant de classer les familles professionnelles. Et les familles professionnelles, il y a quoi? Direction générale, ressources humaines, achat, marketing, production, finance, logistique, qualité, recherche et développement. Tu dois avoir, comment on appelle, ça fait allusion un peu à la structure ou bien à l'organigramme. Les différentes directions, les différentes grandes directions qui existent. Tout ça, ça doit être sous tes yeux. C'est bon? 6e. Étape entretien débat, d'évaluation et la gestion des carrières, comparaison. Maintenant, après avoir élaboré l'outil qui nous sert de passer, d'entretenir les gens, de leur poser des questions, et ils vont répondre à ces questions, et on a maintenant ces réponses avec nous. On sait qui est au niveau 2, on sait qui est au niveau 3, on sait qui est au niveau 1. On dit, on passe à l'entretien. Évaluation des performances. On va évaluer maintenant les performances. Parce que, si vous remarquez ici, dans l'outil là, il y a un endroit ici, on a mis mesure d'ajustement. Là où on a mis mesure d'ajustement, ça veut dire, quand on trouve que la personne, la note qu'on lui accorde, on doit maintenant voir que lui, la mesure d'ajustement veut dire, qu'est-ce qu'on souhaiterait selon son niveau qu'on a évalué. Donc, l'observation, une telle personne doit avoir telle proposition. Donc, c'est l'observation là qui devient maintenant le but ou bien qui va devenir l'objet d'une formation. Regarde, je viens ici l'autre, je vais remonter un peu. Ils ont mis ici management général, stratégie. Supposons stratégie, ici, on lui avait posé la question sur la stratégie qu'il applique. On lui pose la question, quelles sont les techniques et les stratégies que tu appliques pour faire la comptabilité. Il nous dit que lui, il fait sur papier. Ça veut dire que la partie mesure d'ajustement, ça veut dire qu'on va lui dire, on va désormais faire une observation à désormais. Lui là, si on doit faire une observation, ça veut dire que à partir de maintenant là, lui, il lui manque une technique informatique. C'est pas parce qu'il ne connaît pas l'activité, comment calculer les salaires, comment tenir la compta, comment calculer les taux de taxes, comment calculer les TVA. C'est pas parce qu'il ne connaît pas ça. Il connaît bien, mais la façon de l'appliquer, il est en train d'appliquer de façon classique. L'application classique. C'est bon? Voilà. Donc, c'est cette mesure d'ajustement qui devient maintenant l'objet, qui va donner l'objet d'une formation. Donc, regardez ici, arrivé là maintenant, évaluation des performances. Une fois qu'on connaît maintenant partie mesure d'ajustement, il y a lieu de passer à la performance. Mesure des résultats obtenus par le salarié dans son travail actuel. Durant toute cette analyse, durant ces questionnaires, et on parvient par comprendre, lui, il a pu atteindre, il a pu travailler jusqu'à atteindre tel niveau de résultat. 2. Les résultats de l'évaluation obtenus servent à sanctionner. Soit on sanctionne, soit on développe, ou bien on accorde un programme de formation. C'est bon?
récompenser. Si on trouve que lui, depuis l'analyse, on a trouvé que lui, dans son résultat, il est performant, il est bien, on peut l'accorder ce qu'on appelle les primes de grade, de gratification. Non? Voilà, on peut l'accorder des primes. Troisième, l'entretien d'évaluation, ça aide à améliorer les comportements et les connaissances requises. Selon les réponses qu'il nous a données, ça nous permet, selon les réponses qu'il va vous donner, ça vous permet de vous baser sur ça et d'améliorer ses comportements et ses compétences. Possibilité d'amélioration du rendement de l'évalué. Ça va aboutir à une proactivité et satisfaction accrue. Évaluation des potentiels. Évaluation des potentiels. Évaluation des caractéristiques individuelles qu'il est possible de développer. Lors de cette analyse, on trouve que lui, parce que un peu en haut, on a dit aspect physique, non? En haut, le premier outil là, on a dit aspect physique, son apparence, même son âge, on a dit de noter tout ça. Donc regarde, évaluation des caractéristiques individuelles. Si on trouve que lui, il connaît bien le travail, il fait de bon travail, mais l'éthique professionnelle concernant la présentation là, est-ce que vous pensez que c'est de façon fortuite que les banquiers s'habillent bien? C'est pas un hasard. Hein? Ça fait partie de leur métier. Il ne faut pas venir confier ton argent à quelqu'un qui est mal fichu. Ça donne un message. Ça veut dire que quelqu'un qui. Demain, il peut lui, demain, il a un besoin au fait. Il est affamé. Il peut bouffer l'argent. Voilà. Plus il est présentable, plus il est physiquement présentable, plus ça inspire la confiance. Donc, regarde. Possible de développer. Identification des compétences acquises et celles qu'il est possible d'acquérir. Voilà, donc, après, première étape, deuxième étape, quatrième, cinquième, sixième étape, ça c'est une partie maintenant interne du chef lui-même. Il est en train d'analyser, il est en train maintenant de déterminer. C'est bon? Voilà. Sixième étape toujours. Tu fais le bilan. Vous faites le bilan de la GPEC. Bilan de la GPEC, c'est-à-dire définition des formations. Si on a fini maintenant de voir qui est à quel niveau, qui n'est pas à quel niveau, et on sait maintenant qui sait faire quoi, et là où on avait écrit mesure d'assistement, on a fait des observations, c'est-à-dire qu'on a trouvé que lui là, c'est vrai, il maîtrise son travail, mais il lui manque tel outil. Il lui manque tel outil. Ce qu'on a mis dans l'observation ou bien dans la mesure d'assistement, c'est ce qui va nous montrer quel est le type de formation qu'on doit lui donner. C'est là maintenant on dit faire le bilan. Bilan veut dire, après toutes tes analyses, là, toi le chef, le premier niveau du bilan de la GPEC, c'est de définir les formations. Quelles sont les formations que toi tu as pu lister, que chacun d'eux aura besoin? Gestion individualisée des carrières. Maintenant, si on a listé les types de formations, ou bien les types les différents manquements qu'on a pu énumérer, qu'on a pu rédiger, il s'agit maintenant de voir parmi ces besoins, ou bien parmi cette liste de formations, qui a besoin de quoi, ou bien qui va recevoir quoi. Supposons, j'avais fini, et je sais que dans la liste que j'ai pu retenir, il y a le besoin de formation en comptabilité.
y a le besoin de formation en CHP. Il y a le besoin de formation en marketing digital. Il y a le besoin de formation même dans les logiciels de base, Excel, Word, PowerPoint. Tout ça, c'est la liste générale, non? C'est la liste générale des formations. Maintenant, dites-moi, dans cette liste, il y a la comptabilité. À qui on va donner la formation de comptabilité? C'est le comptable, non? C'est ça assigné. Ou bien, c'est ça, gestion individuelle, c'est-à-dire attribué de façon individuelle, de façon particulière. Et si on lui donne maintenant de façon particulière, on est en train, lui seul, dans la comptabilité, en train de développer sa carrière, en train de lui augmenter ses compétences. C'est bon? Quelqu'un qui doit être chargé de communication dans la liste des besoins que moi j'avais identifié d'après toutes les analyses. Et je trouve que il y a dans cette liste, il y a nécessité de donner une formation en langue, par exemple anglais ou bien chinois. Maintenant, dans cette liste, à qui on va donner cette formation? C'est le chef le chargé de communication. Parce que c'est parfois lui qui doit représenter l'entreprise, hein, ainsi de suite. Chargé de communication. Et le chargé de communication, quand on lui donne la formation en langue, de façon particulière à lui seul, de façon individuelle à lui seul, on est en train de gérer sa carrière. On est en train de développer quelque chose en lui, non? C'est ça. Gestion individualisée, ça veut dire que vous êtes en train de suivre maintenant chacune de ces formations là où il veut. Là où il faut, tant pour moi. Troisième, affectation des individus sur des postes, les promotions. Ok. Après maintenant, quand vous avez fini de faire la GPEC vous montre, vrai ou faux, la GPEC va vous montrer qui est bien, qui n'est pas. La GPEC va vous montrer qui peut devenir le chef d'un tel groupe ou pas, ou bien. C'est ça. Si on reconnaît que M. Diba peut maintenant gérer, parce qu'on a connu, la GPEC nous a montré, lui il a fait 10 ans dans l'entreprise. L'ancienneté non, il a fait 10 ans dans l'entreprise. La GPEC nous a montré que lui, depuis il est avec le DRH, pendant les 10 ans, il a acquis beaucoup de connaissances. La GPEC nous permet de comprendre que M. Diba, il peut prendre le poste de DRH, n'est-ce pas? C'est là on parle de affectation des individus. Sur des postes, les promotions. La GPEC peut nous permettre de comprendre que M. Diba, qui a fait 10 ans dans l'entreprise, désormais, si on a, comment on appelle, une filiale maintenant à Kindia, à Kekedou, ça veut dire que si on doit envoyer un nouveau chef là-bas, c'est lui là qui a beaucoup plus d'ancienneté. Ou même, c'est ça. Voici le bilan de la GPEC. Toi, tu avais demandé, ah monsieur, ça c'est comment on appelle un modèle de GPEC. Tu es en train de comprendre maintenant un peu. Voilà. Ça te donne les grandes lignes de ce que un jour, si tu te retrouveras en face d'une entreprise ou bien d'un poste où tu as besoin de connaître, où tu as besoin de te renseigner sur tout ce qui existe, ça te donne l'idée générale. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça. Qu'est-ce que tu dois observer? Qu'est-ce que tu dois analyser? Qu'est-ce que tu dois évaluer? Et si tu dois évaluer, quelles sont les bonnes questions à poser? Qui doit, ainsi de suite. Finalement, tu vas te retrouver quand même avec un petit résumé de compréhension sur les choses qui existent. Sixième étape toujours. La sixième étape parle de, comment on appelle, Assessment Center
ou évaluation par simulation. La sixième étape parle toujours de l'évaluation, mais avec d'autres manières. Bon, ça, on ne va pas trop se focaliser sur ça. La sixième étape parle également de test de personnalité. Ça dit que tester les gens, leur personnalité, découvrir lui naturellement il est qui, est-ce que c'est quelqu'un qui est mélancolique, et c'est tout ça. Vous allez voir dans cette partie-là. Regardez ici, ils ont mis ici stabilité émotionnelle, amabilité, l'ambition, voilà. L'ambition, la sociabilité, l'amabilité, hein, la circonspection. Qui est circonspect? Une personne qui est circonspecte, c'est quelqu'un qui... Il y a des personnes qui aiment aller. Toute chose que la personne voit, la personne aime aller en profondeur dans la compréhension. C'est ça qu'on appelle circonspection. Par exemple, monsieur. Hein? Par exemple, Il veut connaître tout. approfondir. Il y a des gens, leur curiosité dépasse même le niveau curiosité, le mot lui-même. Il veut connaître la chose en détail. Et le plus souvent, c'est des gens, ils aiment trop se former. C'est des personnes vraiment, quand ils veulent apprendre quelque chose, hein, ils vont aller loin au fait. Cependant, il y a d'autres personnes, s'ils ont compris un peu, ils n'ont plus la motivation d'aller plus loin au fait. Il y en a, chacun de nous a des natures différentes au fait. L'ouverture intellectuelle. L'ouverture intellectuelle, il y a certaines personnes, facilement, dès la première fois que tu te rencontres avec lui, facilement, il peut te montrer tout ce qu'il connaît. Mais il y a d'autres personnes qui aiment tellement cacher les secrets, c'est-à-dire il ne veut pas te montrer. Hein? Il y a des gens, ils ne sont pas intellectuellement ouverts au fait. Même si tu t'approches de lui, il va toujours garder, il ne veut pas montrer. Réservé. J'ai formé une participante tout dernièrement là, au cabinet, de l'autre côté là, à Sémic. Elle a, comment on appelle, un responsable. Sa responsable, c'est une dame, une Sénégalaise. Depuis, elle est avec elle. Elle me dit que même pour remplir le formulaire, hein, de la présence du personnel, il a fallu qu'elle demande, hein, d'autres personnes qu'on puisse lui montrer. Alors qu'elle est assistante RH. Elle est étrangère. Quand elle monte, Écoutez-moi, quand on est assistant des directeurs, normalement le directeur, lui, il doit être conscient que s'il y a quelqu'un qui doit le remplacer, c'est toi, non? Le jour où il y a nécessité que lui se déplace, celui qui doit, le jour où lui va se déplacer peut-être dans le cadre du travail ou bien dans en tout cas, un problème peut venir au fait que lui, il va s'affronter un peu. Ou bien, en ce moment, qui doit assumer l'intérim? C'est son assistant, non? Maintenant, si lui ne montre pas à son assistant ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'il est en train de bloquer l'entreprise même. S'il n'est pas là, alors que l'individu n'est pas progresser. Le plus souvent, ceux-là qui ne sont pas intellectuellement ouverts, ils bloquent. Ces gens-là bloquent. Vous ne faites pas seulement pour garder votre secret, mais vous êtes en train de bloquer l'entreprise elle-même. Parce qu'on ne sait jamais, hein, l'être humain, subitement un jour, la maladie peut te prendre et puis voilà, on dit, ça là, ça reste avec toi, tu pars. Alors que l'entreprise continue. Et l'entreprise continue. Et d'ailleurs même, si tu donnes à ce jeune-là, lui, ça va devenir une manière, une bénédiction pour lui. C'est-à-dire que lui, là, dans son âme, dans son cœur, il va dire, si ce n'était pas lui là, j'allais pas connaître ça, j'allais pas comprendre ça. Donc lui, ça devient une façon de reconnaissance au fait. C'est un bien que tu... voilà, inépuisable au fait. Ça va le servir, la connaissance ne s'épuise pas. Toi qui lui as donné là, il
il ne va jamais t'oublier. Il y a beaucoup qui se donnent là. Toi qui lui donnes, il ne va jamais t'oublier. Parce que quand il te montre, il va le rendre. Après ça, La plupart, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. ah, La plupart de ces gens-là. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas. Il ne veut pas laisser. l'ouverture au savoir. Il y a la différence entre l'ouverture intellectuelle et l'ouverture au savoir. L'ouverture au savoir, c'est des gens, quelqu'un qui est ouvert au savoir, c'est quelqu'un qui est prêt. Par exemple, moi qui vous donne ce cours-là, je suis prêt de voir que Oumou me montre autre chose. C'est-à-dire qu'elle me montre, il y a certainement quelque chose qu'elle connaît, que moi je le connais, je dois l'écouter, apprendre. Mais si je me mets devant vous ici, je me dis non, c'est moi le formateur, c'est moi, je n'ai rien à apprendre de vous. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le monde a quelque chose à apprendre. Mais il y a des gens dans la vie, dès que tu lui dis, Il n'aime pas apprendre. attends, dès que tu lui dis, c'est ça, il dit non, non, je connais. Laisse-moi. Oh, mais Alors, il ne connaît pas. le plus souvent, il ne connaît pas. Non, dès que tu lui dis non, ça va pas, moi je connais. Il n'aime pas écouter. Il n'aime pas écouter. Et on dit que l'un des secrets dans la vie, même si tu connais, fais comme si tu le connais, écoute ce que l'autre dit, même ce qu'il dit, même si tu connais, mais attends jusqu'à ce qu'il arrive au point final. Peut-être il y a une petite partie que toi tu ne maîtrisais pas, tu vas apprendre ce jour-là. C'est pourquoi, dès que tu montres à quelqu'un que tu connais, automatiquement tu bloques. Lui, il ne peut plus te montrer quoi que ce soit. Voilà, donc il y a les tests de personnalité qui continuent jusqu'ici. Voilà. Donc, on parle même de sosie, ainsi de suite, la pensée de la personne, ainsi de suite. Ceux qui sont en ligne, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Et Kadiatou, tu es là? Le support là, je vais envoyer ça dans votre groupe. Est-ce que vous avez constaté les supports? Hein? Les supports de cours. Le support là, j'avais promis d'envoyer ça dans le groupe, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Mais ce soir, là, dès qu'on finit, je vais balancer ça dans le groupe, tout le monde va télécharger. Merci beaucoup, ça nous arrangerait vraiment. Voilà. Parce que le support là, il y a beaucoup de détails dedans et qu'on ne pourra pas se concentrer sur tout. Mais quand c'est avec vous, ça devient un outil. Vous allez l'exploiter petit à petit au fur et à mesure. On pourrait faire la lecture après le cours, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout la partie portante sur, je vous informe maintenant, le module portant sur la rémunération là. Là, on ne va pas s'attarder sur ça. Tout le monde va lire ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et je conseille beaucoup plus les DRH, vous qui êtes déjà en poste de chef, quelle que soit la responsable, mais si vous exercez déjà la partie rémunération, là, lisez ça, parce que aujourd'hui, en matière de RH, on parle de la politique de rétention salariale. La politique de rétention salariale, c'est-à-dire que comment faire pour que les collaborateurs continuent à avoir le courage de rester avec vous. Si les collaborateurs ont en eux un sentiment de démotivation, un bon matin, vous allez vous voir, vous serez surpris par une lettre de démission. Et c'est une compétence qui part comme ça. Et quand une compétence part, pour remplacer, ça va prendre du temps. Et pendant que ça prend du temps, l'entreprise traîne. Au-delà même de la compétence,
c'est un grand danger pour une entreprise. Parce que chaque employé qui quitte une entreprise, non seulement l'entreprise pourrait perdre, peut-être en termes d'investissement, si c'est une entreprise qui s'est beaucoup investi dans la formation de cet employé. Merci. Mais au-delà de ça, l'entreprise, celui qui part, l'employé qui part avec les secrets de l'entreprise. Il part avec des secrets. Les secrets de l'entreprise. C'est ça. C'est pourquoi à ce niveau, il est très important en fait, que les responsables, les managers, en fait, le top management de l'entreprise puissent prendre vraiment des dispositions qui pourraient vraiment retenir. C'est ça. Qui pourraient donner le courage aux employés de ne même pas penser à la démission. Voilà. C'est pourquoi, vous, votre groupe là, je vous ai dit hier, la fois dernière, que c'est la première fois que je commence la formation là avec le module de soft skills et de hard skills, qu'on appelle autrement les compétences douces. Les compétences douces, ce sont les capacités humaines que vous devez, si vous ne les avez pas naturellement, mais vous devez lire des documents sur ça et commencer à les cultiver. Ça s'apprend. Est-ce que vous savez que même si quelqu'un est un expert comptable, il connaît, il est le meilleur en République de Guinée, le simple fait de se disputer avec sa femme le matin avant de venir au service, lui là, il peut faire une erreur sous l'effet de la dispute entre lui et sa femme là. Il peut faire une petite erreur dans les calculs qui pourra causer une perte économique à l'entreprise. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est sûr. Et maintenant que lui, il vient de faire, lui, il est sous l'effet d'une émotion négative. C'est-à-dire qu'il a eu un petit problème avec sa femme avant de venir au service. Quand il vient au service, il n'est pas tranquille moralement. Maintenant, quand il vient au service, le chef, au lieu que le chef prenne le temps d'observer un peu son comportement, d'observer un peu son visage, voir quelqu'un qui n'est pas comme les autres jours, et de s'approcher de lui, de dire: ah, monsieur, aujourd'hui là vraiment je ne te comprends pas, y a-t-il un problème? Maintenant, s'il y a un problème, tu peux me l'expliquer. Hein? Je sens vraiment que ça ne va pas. Est-ce que ça va bien? Au lieu de faire ça, le chef, le manager laisse comme ça, et il ne fait que crier sur lui, parce qu'aujourd'hui, il le voit nonchalant, il le voit traîner, il le voit. Ça va augmenter son stress, ou bien ça va diminuer? Ça augmente. Ça va augmenter. Ça va augmenter. C'est pourquoi, en management, le simple fait, quand les salariés viennent très tôt le matin, le simple fait d'être le premier, de les tendre la main, mon ami, vous n'allez jamais mesurer physiquement l'impact de cet acte-là, mais l'être humain, vous savez, l'être humain, c'est comme, il aime être dorloté au fait. L'empathie dans la gestion. Vous devez être On appelle ça même en d'autres termes humanisation de l'entreprise, quoi. humanisé. C'est pourquoi, Humanisé. c'est pourquoi moi, dans mes formations, je dis toujours aux gens que le métier RH là, laissez à part toutes vos connaissances universitaires, tout ce que vous avez appris dans les documents. Le métier RH, c'est un métier de cœur. C'est-à-dire qu'il faut être humain. Il faut être quelqu'un qui fait le métier avec amour des hommes. C'est bon? C'est vrai que quand il arrive d'appliquer les principes professionnels, non, il faut l'appliquer quand même. Mais vous devez mélanger, vous devez mixer. C'est bon? Voilà. C'est pourquoi on vous a parlé des compétences douces, la façon de communiquer, la façon de résoudre les problèmes, la façon de vous adresser aux gens. Donc, c'est ce que la partie
rémunération traite. Quand vous allez prendre le document là pour lire la partie rémunération, et puis, ce n'est pas seulement le document que je vais vous donner, je vous promets. Si j'oublie, rappelez-moi. Il y a un support qui est reconnu de façon internationale, qu'on appelle rémunération et pratique de la rémunération. Tous les principes sont dedans. Tous les principes sont dedans. Tous les principes sont dedans. Et si on doit comment on appelle, élaborer une stratégie, un support, en d'autres termes, mon support que je vous expose là, la grande partie vient de là-bas. C'est bon? Si vous lisez ce document, c'est très bon. Je vais vous envoyer ça, je vais vous donner ça. Voilà. Je vais finir par ça. Ils ont fait l'expérience avec une entreprise américaine qu'on appelle MC Donald. Ils ont audité tout le personnel de MC Donald avec une seule question. MC Donald, c'est l'entreprise de restauration qui appartient à Donald Trump. C'est bon? Voilà. On les a dit, on a posé la question. Qu'est-ce qui vous donne le courage de rester longtemps avec votre entreprise? Et vous allez trouver ça dans le support que je vais vous envoyer. Les employés de MC Donald ont dit exactement les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle les 3 F. Ça dit, premièrement, les employés ont dit dans leur confession que ils se sentent dans l'entreprise, ils sentent qu'ils sont dans une famille. Ça sous-entend l'amour, n'est-ce pas? Okay. Si quelqu'un dit je sens comme si je suis dans ma propre famille, ça veut dire qu'il se sent bien traité. Et ils ont dit, ils sentent de la flexibilité. La flexibilité, c'est-à-dire la capacité de lier le travail et la famille. Il n'y a pas trop de complications. Ils sont à l'aise de pouvoir gérer et leur boulot et la famille en même temps. Alors que c'est ce que les dirigeants africains oublient. La gestion de la famille à la maison là, ça là, elle a son impact sur l'employé lui-même, ça le suit jusqu'au poste, jusqu'au lieu de travail. Supposons un employé qui n'a pas encore payé le loyer, il sera tranquille au travail. Ou bien il n'a pas donné la dépense. Il n'a pas donné d'abord la dépense. Vous pensez moralement il sera tranquille? Bien, son enfant est malade. Voilà, son enfant est malade, il a envoyé à l'hôpital. Bien vrai que peut-être il a donné les frais de santé, mais quand il est au travail, vous pensez qu'il est moralement présent au travail là-bas? Sans que toi, le manager, tu t'intéresses à ce côté-là, mais toi, tout ce que tu vois, c'est l'entreprise. L'entreprise, tu le fais te crier au travail. Hé, vous là, faites ça. Attends, vous pensez que les gens là, ils sont des machines ou quoi? Ils ont un côté humain, ils ont un côté émotionnel. C'est pourquoi les vrais managers, c'est des gens qui s'intéressent au côté social de leurs employés. C'est bon? Lui aussi, il m'appelle depuis. Il veut voir comment on appelle, il veut apprendre Sige. Donc, politique d'ajustement. On est arrivé là, politique d'ajustement, évaluation des emplois et la mise au point de la grille de classification et détermination des salaires. Bon, ça là c'est recrutement, mobilité, la formation, la gestion des carrières, évaluation des personnels et le cas échéant, la définition des objectifs individuels, le management de l'organisation, individu, équipe, structure. Ok. Est-ce que Kadia, tu es toujours là en ligne? Je ne l'entends pas.
Vous dites? La dame Kadiatou. Est-ce qu'elle est en ligne? Ah, c'est sa connexion qui a lâché ou quoi? Et monsieur Kaba, Oui, professeur. depuis tout ce temps-là, vous nous recevez? Non, je suis, hein, je vous suis. Merci. J'ai même garé quelque part là, je vous suis très bien. Ah, d'accord, merci là-bas. Et Oulematou Balde, c'est ça? Oulematou Balde, tu nous reçois? D'accord. Et Kadiatou, tu nous reçois? Ah, je crois que elle s'est un peu déplacée, hein, mais son micro, je vois, elle est en ligne. Et je crois qu'elle s'est déplacée un peu. Ok, ça marche. On va continuer. Voilà. Et on avait dit que on ne peut jamais parler de recrutement sans d'abord connaître non seulement la raison, hein, et le besoin de ce recrut. Voilà. Est-ce qu'on va se lever tout le matin, on dit que voilà, on va recruter un assistant RH, ou bien on va recruter, comment on appelle, une assistante de travail. Non, non, non. Il faut vraiment que le besoin soit là. Et la raison d'être de ce besoin-là, en fait. Donc, c'est depuis tout ça, la GPEC est en train de traiter pour nous montrer si réellement le besoin est réel. Et une fois que on finit par identifier le besoin et on sait qu'on a besoin réellement d'un directeur marketing ou bien d'un directeur comptable, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on sait maintenant pertinemment que le besoin d'un directeur marketing ou bien le besoin d'un assistant de direction est là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, monsieur là, oui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à recruter, oui, ou qu'est-ce qu'on fait? Hein? Monsieur Kaba, qu'est-ce qu'on fait? Je suis là. Le Oui. processus de recrutement. Très bien. Donc, une fois que le besoin est maintenant identifié et vraiment la raison d'être de ce recrutement est là, c'est là. Le processus de recrutement là va rentrer en jeu. Et là, le recrutement, vous l'entendez parler, recruter. C'est comme si c'est une activité qui va démarrer le matin et terminer la soirée. Non. Oh ben, c'est tout un processus. Recruter un nouveau collaborateur demande vraiment un processus qui doit déterminer, qui doit démarrer et qui a un début, qui a cette démarche et une finalité. C'est bon? C'est pourquoi on vous parle ici du module de recrutement. Jusque là, c'est bon? Merci. Ça là, le module recrutement là quand même, on pourra sauter sur d'autres modules, mais pas lui là. Tout le monde, on doit décortiquer ça. Hein? Très bien. Du début jusqu'à la fin. C'est bon? Super. On va aller. Voilà. Le recrutement est un élément essentiel de la politique des ressources humaines de l'organisation. C'est à travers le recrutement que peut être rajeunie la population d'une entreprise ou que le niveau moyen de compétence peut être ajusté. Il y a donc lieu de définir clairement les politiques à suivre en la matière et les moyens à mettre en œuvre pour les
Aujourd'hui, retenez très bien que les principes de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, énumérés par Frédéric Taylor, dit les principes de l'OST, il dit il faut qu'il y ait une sélection scientifique faite par une équipe scientifique. Comment on explique ça? Comment ce principe s'explique? Mes amis, je vous dis vrai. Si on recrute un gestionnaire de ressources humaines, celui qui doit l'évaluer doit être quelqu'un qui s'y connaît des ressources humaines. C'est bon? Un comptable ne peut pas recruter un agent RH. L'inverse non plus. En d'autres termes, celui qui peut bien évaluer un agent RH et reconnaître que lui il est bien, ce n'est qu'un agent RH. Donc on ne doit pas confier le recrutement simplement parce que tu es le DG et puis voilà, tu es le DRH, hein, voilà, c'est toi qui dois recruter tout. Non. Écoutez-moi, le DRH coordonne l'activité de recrutement. Mais s'il s'agit de recruter des comptables, le DRH doit se faire assister par d'autres chefs comptables qui vont l'aider à bien évaluer les candidats. Vous comprenez? Il y a un autre participant qui a posé la question, il dit, est-ce que le DRH doit recruter tout, c'est-à-dire il doit recruter à tous les niveaux? Il doit se faire assister. S'il s'agit des agents RH, là, c'est son domaine, non? Merci. Définition. Recruter, c'est engager par une procédure en interne ou sur le marché du travail des ressources humaines dont l'organisation a besoin à un moment précis de son évolution. Problématique. L'adaptation des hommes au travail est avant tout un problème de recrutement. Vous entendez ici, adapter les hommes au travail. L'adaptation, c'est un problème. La prééminence d'un bon recrutement résulte donc du fait qu'il peut permettre de supprimer ou de réduire les régulations ultérieures opérées une fois le salarié embauché. Le problème que pose tout recrutement est d'assurer la meilleure adéquation entre les aptitudes individuelles et les besoins d'un poste. Écoutez-moi, aujourd'hui là, les recruteurs ne sont plus en train au fur et à mesure les temps passent, les recruteurs sont en train de comprendre que, et ici vous devez comprendre que, à partir de maintenant dans cette formation, quelqu'un peut avoir les compétences techniques. C'est-à-dire que si vous voulez, si votre poste là vous dites qu'on veut quelqu'un qui connaît l'anglais, on veut quelqu'un qui connaît l'espagnol, ça c'est des compétences techniques. Quelqu'un peut avoir tout ça. Mais ses aptitudes individuelles, personnelles, à lui là, si ça ne colle pas au poste, vous allez répéter. Oui. Exemple, quelqu'un qui parle bien l'anglais, il s'exprime bien, il écrit, il fait tout, et puis voilà. Mais côté comportemental là, lui, il aime boire, c'est un ivrogne. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit l'adaptation des hommes au travail, c'est un problème. Ou bien, laissez l'ivrognerie. Lui, il connaît toutes les techniques, tout ce que vous avez énuméré comme critères, il connaît tout. Mais après avoir été recruté, vous découvrez que lui, c'est quelqu'un, il ne se maîtrise pas. C'est-à-dire que c'est un pervers. Il fait la cour à tous les jeunes filles de l'entreprise. Oui. Il y en a, non? Il y en a, non? Il y en a. Oui. Lui, il est un nouveau directeur, vous venez de le recruter, il est très bien sur papier. Mais vous trouvez que lui, il ne peut pas se maîtriser, pas se contenir, alors que votre entreprise est pleine, est à 80% jeunes filles.
Imaginez le reste du film. Merci. Donc, une bonne adéquation est rendue possible par l'existence de l'adaptabilité des savoirs, des aptitudes, des personnalités. Les individus s'adaptent à un poste en y développant certaines qualités et réciproquement, ils forgent aussi les caractéristiques du poste. Ils forgent aussi les caractéristiques du poste. Il y en a d'autres. Quand on les confie un poste de responsabilité, le poste va les absorber. Quand elles sont dites, le poste absorbe une personne. Quand le poste absorbe une personne, c'est son ego qu'on voit tous les jours. Il ne peut plus gérer l'équipe. Hein? Il va gérer l'équipe avec son ego. Pas avec des styles de management qui peuvent faire évoluer l'équipe de façon positive. Processus de recrutement. Étape principale. Quand on entame le processus de recrutement, voici les étapes principales. J'ai dit que le recrutement, il y a un début, il y a un processus à suivre et qui va se terminer quelque part. Voilà. Les étapes principales du recrutement. Premièrement, il faut identifier. Identification du besoin. Oh ben, tant que tu n'as pas identifié, tant que tu n'as pas identifié le besoin, tu peux. Ça dit que, bon, on va dire que tu peux recruter. Mais si tu recrutes, je ne sais pas pourquoi tu as recruté au fait. Parce que le recrutement doit avoir sa raison d'être au fait. Voilà. Donc, une fois que le besoin est là, on a identifié. Et l'outil qui permet d'identifier, et isoler le besoin. Hein? Je vous reçois pas bien. Ah, de l'accepter? Ah, ok, je vais l'accepter. Accepter. 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 Voilà, je viens d'accepter quelqu'un. C'est Kadiatou Mohamed Kamara. Voilà. Je viens d'accepter tout à l'heure là. Voilà. Voilà. Une fois que le besoin est identifié, donc on pose ce besoin-là sur table. C'est-à-dire qu'on place ça devant nous. Et on commence maintenant à préparer un plan d'action pour répondre à ce besoin. Et le plan d'action, c'est quoi? Mener maintenant l'activité de recherche. On dit recherche de candidats. Maintenant là, vous allez voir ici que quand on dit recherche de candidats, c'est comme si c'est une petite chose, ou bien c'est une petite activité isolement prise parmi plusieurs. Non, non, non. C'est aussi une étape où des petites tâches seront exécutées. La recherche du candidat va d'abord commencer par quoi? Par l'élaboration ou bien la préparation de l'affiche. Ouais. On va préparer l'affiche ou bien l'offre d'emploi. Et quand on élabore l'offre d'emploi, on va bien présenter ça parce qu'il faut faire, c'est l'image de l'entreprise qui va sortir comme ça. Hein? Plus loin vers
quelque part dans le support, là, on va vous dire qu'il faut soigner. L'affiche doit être bien soignée, doit être bien présentable. Ok? L'offre d'emploi doit attirer. Pourquoi? Parce que le recrutement, c'est une activité qui ne consiste pas seulement à faire venir les nouveaux salariés, mais le recrutement aussi est un moyen par lequel l'entreprise se vend. Vrai ou faux? C'est un moyen par lequel l'entreprise se vend. Autrement dit, c'est un moyen par lequel l'entreprise se fait connaître. Et qui se montre, qui se fait connaître à l'extérieur, doit paraître convaincant. C'est bon? Mais si vous faites seulement une affiche comme ça, c'est-à-dire que vous mettez simple version Word, et puis les textes ne sont même pas bien traités, après voilà, tu balances, tu te dis que tu as fait une affiche, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu as fait comme ça là. Hein? C'est comme ça des personnes non compétentes vont trouver des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui vont postuler. Donc, préparer l'affiche. Après avoir préparé l'affiche, on passe à quoi? Quand on prépare l'affiche, la prochaine activité, c'est quoi? Oui, madame. Quand on a fini de préparer l'affiche, l'appel d'offres, la prochaine activité, c'est quoi? On va garder ça dans le tiroir? Hein? On va garder ça dans le tiroir? Non. On fait quoi? On va faire un choix. On va faire un choix de quoi? Les candidats. Les candidats? Non. Oui, on a. Bon, afficher, ça veut dire quoi? Parler. Rendre public, ça veut dire quoi? Il y a un mot que j'ai entendu. Donner le résultat. Oui, comment on appelle? Jiba. Lancer. Publier l'offre. L'offre est publiée. Ok. Oui. On a préparé l'offre sur papier, hein, avec un outil informatique qui devient l'affiche d'offre. Et on passe à la deuxième activité qui est la publication. Maintenant, il s'agit maintenant de choisir là où il faut publier. Les plateformes de publication. Pourquoi on doit choisir pourquoi on doit choisir l'endroit où publier l'offre? Pourquoi? Qui va me répondre? Pourquoi il faut soigner l'endroit où publier son offre? L'endroit. Pourquoi? Pourquoi soigner? Soigner, ça dit pourquoi sélectionner? Pourquoi opter pour un endroit ou tel, où publier son offre d'emploi? Il ne faut pas divulguer l'information. Il faut pas quoi? Divulguer. Divulguer l'information? Ok, c'est ce qu'elle dit. Oui. Pourquoi on va choisir? D'abord même, avant cette question, il y a une autre question. Quels sont les endroits de public? Quels sont les lieux, les plateformes sur lesquelles on doit publier l'offre d'emploi? La radio. J'ai du mal à vous cerner. J'ai du mal à vous cerner, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ok. Dans les journaux. Je me suis approché maintenant de l'écran un peu. Dans les journaux. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Donc je disais, quand on finit de préparer l'offre, on doit passer à la seconde activité qui est la publication. Maintenant, pour publier une offre d'emploi, pourquoi, avant cette question, quelles sont les plateformes ou bien quels sont les endroits où on doit publier cette offre-là? Vous connaissez un peu, oui? Sur Google. En fait, il y a des emplois Oui. qui nécessitent au fait des compétences internes. Oui. Si ce sont des compétences que vous recherchez à l'interne, Oui. c'est-à-dire des employés que vous avez, mais au moment de leur recrutement. Monsieur Kaba, c'est Monsieur Kaba? Oui. C'est Monsieur Kaba? Oui, c'est M. Kaba. Monsieur Kaba, on n'est pas encore arrivé là-bas. Attends-moi. Ah, ok. J'ai dit quand on prépare l'affiche, l'offre d'emploi,
quels sont les endroits, c'est-à-dire les plateformes différentes que vous connaissez, où on doit publier aujourd'hui? Google. Il y a le tableau d'affichage d'abord là. Lui, il dit Google. Au sein de l'entreprise. Ok, monsieur Kaba dit le tableau d'affichage. Après quoi? Qui d'autre? Les canaux de communication. Voilà. Maintenant, les canaux de communication, là, dis-moi un exemple, oui. Si vous avez parlé, si l'entreprise par Facebook. Facebook, voilà. Facebook, après quoi? Google. Ça, c'est trop fort. À travers? Si vous avez un site, si l'entreprise a un site institutionnel aussi, on peut publier sur le site institutionnel de l'entreprise. Voilà, sur le site internet de l'entreprise, n'est-ce pas? Oui. Après, le oui. Site institutionnel. Oui, le maintenant, site institutionnel. les Bon, sites. ça pourrait être un site, une entreprise commerciale. Oui. Ça pourrait être sur le site commercial de l'entreprise. Merci. Les sites ça pourrait être sur le blog aussi de l'entreprise. Voilà. Il a parlé de sites institutionnels tels que si nous prenons le site institutionnel de Africa Online. Eux, ils vont prendre vos offres, ils les exposent ça. Donc, à partir de maintenant, là, dans cette forme, vous devez connaître aujourd'hui et maintenant, dans notre l'actualité là, aujourd'hui là, quels sont les canaux de communication par lesquels les recruteurs, vous là, vous devez passer pour communiquer, pour rechercher. Donc c'est ce qu'on dit. Premièrement, on va prendre, s'il y a, comment on appelle, Facebook, vous pouvez appliquer, envoyer ça sur Facebook, vous pouvez envoyer ça sur le site de l'entreprise, vous pouvez envoyer ça sur LinkedIn. Vous pouvez envoyer ça sur d'autres plateformes nationales telles que, on dit 300 combien là, point emploi Guinée là. Les sites, il y en a beaucoup. Guinée emploi, non? Il y a Guinée emploi, il y a 224 emplois, il y en a beaucoup. Vous publiez ça. Maintenant, retenez avec moi que le choix d'un canal de communication indique la qualité du candidat que vous allez attirer. Si vous envoyez votre offre sur Facebook, attendez-vous que c'est seulement les jeunes gens qui vont voir. Les jeunes gens non compétents là. Ceux-là qui sont, en tout cas, voilà. Mais le réseau de recherche d'emploi où vous allez retrouver, si vous voulez, si votre offre veut attirer des compétences vraiment nécessaires, des vraies compétences, vous devez choisir, vous devez soigner votre canal de communication tel que LinkedIn. Là, c'est là que vous allez voir des chefs d'entreprise. Voilà. Mais si vous choisissez Facebook, attendez-vous que François. Oui. C'est juste une mise au point, parce que c'est bien vrai, ce sont des professionnels, les chefs d'entreprise, on suppose. Ce sont des chefs d'entreprise, des professionnels qui s'y trouvent. Mais supposons que le profil ou les profils que vous recherchez, c'est un profil un profil bas, dont l'âge varie de quand? À 30 ans. Ok? Et le plus souvent, on connaît aujourd'hui les réseaux ou les canaux sur lesquels on peut avoir les jeunes dont l'âge varie de 20 à 30 ans. Et quand moi je me dis ça dépend aussi de la cible ou des compétences que vous recherchez. Si vous recherchez un grand professionnel, du truc dont l'âge varie de 30 à 40 ans, c'est bien vrai, ils sont sur les réseaux sociaux, mais les compétences comme ça, il faut aller sur LinkedIn. Et il y a TikTok aussi qui est là. TikTok, oui. Et puis il y a d'autres réseaux qui ne sont pas trop développés chez nous, mais qui sont bien utilisés par des professionnels aujourd'hui. Voilà.
Donc, il a signalé. Des réseaux de communication beaucoup plus utilisés dans votre pays. Voilà. Donc, il a souligné le mot. Ça dépend de la cible. Ça dépend de la qualité, en tout cas, de la cible que vous voulez. C'est comme si quelqu'un, c'est un exemple un peu, je sais pas, un peu vulgaire, mais quelqu'un qui veut voir, c'est-à-dire qu'il est à la recherche d'une copine, des femmes de classe. Ça, c'est un exemple. Bon, excusez-moi si je prends dans ce sens-là, mais je vais prendre pour que tout le monde comprenne. Quelqu'un qui est à la recherche d'une femme, d'une go vraiment de classe, est-ce qu'il va aller dans les cabarets? Non. Il doit aller dans les grands lieux, non. C'est là-bas se trouvent des femmes de qualité. Des femmes de qualité, c'est un peu l'exemple en fait. Ça dépend de ce que vous recherchez. Vous recherchez le candidat, le type de candidat que vous cherchez. Voilà. Une fois que les gens vont, on va postuler, on va publier l'offre, les gens vont postuler. La troisième activité, c'est ce qu'on appelle tri des CV. C'est-à-dire que les gens vont postuler, on a dit les critères primaires, critères secondaires, on va voir celui qui remplit les critères, on va sélectionner sur le net les gens qui envoient leur CV. On va d'abord sélectionner ça. Après, on passe à autre chose. Donc, troisième étape, on dit sélection des candidats. C'est-à-dire que les gens ont postulé maintenant, ils ont envoyé leur CV. Si on avait dit de postuler par mail, les gens ont envoyé leur CV dans le mail. Donc, dans ce mail, on va trier maintenant les gens qui correspondent, les candidatures qui correspondent. On va les trier. Donc, on dit sélection des candidatures. Après cette sélection, c'est-à-dire que si 100 candidats avaient postulé, on a vu maintenant les gens qui ont rempli un peu les conditions, on a vu qu'au moins 10 personnes remplissent les conditions préalables, c'est-à-dire ils ont les formations souhaitées, ils ont un maximum, minimum d'expérience, d'années d'expérience qu'on a mis dans la fiche. Donc on va les télécharger, c'est-à-dire on va télécharger ces CV-là, on met ça avec nous. Quand on les met avec nous, on passe à la quatrième étape, on dit convocation. Les gens qu'on a téléchargé leur CV là, on va les convoquer, on va les appeler. Donc c'est là maintenant vous allez entendre dans votre téléphone, on dit bonjour monsieur, c'est vous madame tel, ou bien c'est vous monsieur tel, vous allez postuler à notre appel d'offres. Vraiment, on a retenu votre dossier, vous êtes convié à un entretien d'embauche tel jour avec telle personne et tel endroit à telle heure. C'est bon? Donc c'est la convocation, l'appel, on va appeler même les candidats retenus. Donc, et une fois que les candidats sont convoqués, c'est ça qui va aboutir à la quatrième étape qui est l'entretien de recruteur. L'entretien de recrutement. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche. Les gens vont venir, on va les poser des questions, ainsi de suite, et puis voilà, à travers cet entretien-là, on va voir que M. Glaboui, lui, il nous a convaincus. Et après, on ne va pas faire la sélection là-bas. On va leur dire, ok, c'est bon, monsieur, on vous a invité, tout le monde va rentrer, et puis voilà, si, comment on appelle, le plus souvent, les recruteurs, quand ils finissent, ils vont dire, si votre profil correspond, on va vous rappeler. On ne te dira pas que tu as bien parlé, et puis voilà. Merci. Donc, après ça, maintenant, la cinquième phase vient sélection du candidat. Sélection du candidat, là, ça, c'est maintenant une activité interne. C'est-à-dire que les recruteurs, l'équipe qui vous a évalué, là, va s'asseoir pour se concerter, pour voir qui a retenu un peu leur attention, qui a fait ça. Donc, ils sont en train d'analyser maintenant à l'interne. Après, maintenant, ils vont dire, ok, lui qui était ici, là, lui, monsieur tel, vraiment, il est bien, on va les rappeler. Là, maintenant, sélection, ils sont en train de faire la sélection maintenant. Après avoir fait la sélection, ils vont maintenant convoquer celui qui a été sélectionné. On l'appelle, monsieur, ok, après toutes nos... après notre rencontre à la fin derrière, Ok, quand vous finissez, dites-moi, je vais aller. il n'y a pas de problème. Donc, après notre entretien, vraiment, vous avez retenu le poste. Le mot là, ça fait tellement ça envoie tellement la joie dans le cœur de l'homme. C'est bon? C'est vous qui avez gagné le poste. Donc, la sixième étape va suivre automatiquement qui est
embauche et intégration. Donc, la 6e étape, c'est maintenant le candidat qui a été retenu, on va maintenant l'embaucher et l'intégrer dans l'entreprise. C'est bon? Merci. Donc, présentation des procédures et techniques. Présentation des procédures et techniques. Obligation d'informer préalablement la personne concernée par un processus de recrutement des méthodes et techniques utilisées à son égard. Les techniques utilisées, on dit, de façon normale, il est bien de dire à un candidat que vous avez tel recrutement avec nous et tel jour, tel endroit. Vous devez l'informer. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. Lors d'un entretien de recrutement, les questionnaires que vous posez à un candidat, les résultats que vous obtenez doivent rester confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. C'est ici de l'habitude, non? On m'a dit que vous êtes venu en train. Voilà. Donc, principe de non-discrimination, dans le processus de recrutement, on dit de ne pas faire la discrimination. C'est bon? Voilà. Application particulière du principe de non-discrimination en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Vous ne devez pas faire ça aussi. Maintenant, après les étapes, on voit ici les types de contrats. Rappel sur les types de contrats. Ok? Voilà. Donc, au moins, tu vas comprendre ici et maintenant avec moi qu'il existe deux types de contrats. Après les types de contrats, on va parler ici des types de recrutement. C'est là-bas M. Kaba voulait venir et je l'ai intercepté pour ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Voilà. Donc, les types de contrats, tout le monde connaît au fait, même si quelqu'un qui fait encore première année, voilà, la première année de licence, il connaît qu'il y a deux types de contrats. Ou bien, qui ne connaît pas? Moi, je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas? Vraiment, toi, tu es honnête. Merci. Donc, il existe deux types de contrats. Oui? Non, il y a rien. Voilà. Les types de contrats. Le contrat à durée indéterminée à temps complet. Ok? Il constitue le droit commun en matière de relations individuelles de travail. Poste de travail, emploi stable, CDI, forme d'embauche normale. Donc, contrat à durée indéterminée, ça veut dire que tu as démarré et tu es dans l'entreprise maintenant à vie. À moins que tu démissionnes au fait. Ok? Ça c'est le contrat à durée indéterminée. Et si on arrête ton contrat, on va te payer quoi? Une indemnité. On n'est pas encore arrivé là-bas. C'est bon. Hein? On n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà. Donc, sur les types de contrats, on va se limiter là et demain on continue. Ceux qui sont en ligne là, c'est bon? Demain à la même heure aussi. Oui, demain même à 16h00, s'il vous plaît. Comme ça, envoyez vos mails dans le groupe pour que je vous envoie la vidéo, vous qui êtes en ligne là. Sinon, si moi je vous demain.